Bonjour, vous écoutez maintenant dans vos oreilles l'histoire égale 42. Je m'appelle Justin Bertranquin et un très bon épisode à tous. Bonjour et bienvenue à l'histoire égale 42. Pourquoi l'histoire égale 42? Parce que ça me tentait. Donc aujourd'hui, je vous parle des Romains, ce peuple qui se fait sans cesse péter la gueule par les Gaulois à cause de la potion magique de Panoramix. Mais quand même, allez-vous arrêter d'essayer de les envahir, ça fait comme 100 fois que vous essayez, puis ça fait 100 fois qu'ils vous pètent la gueule. À m'amener revenez-en, c'est parce que c'est plus de la persévérance, c'est un syndrome de Stockholm, ok? Mais soyons honnêtes, là, je suis pas ici pour vous parler des albums d'Astérix et Obélix qui vont immanquablement se finir par un banquet auquel l'assurance te sera pas invité. Pour la seule et unique raison qu'ils chantent mal, là, visiblement, faut pas inviter les Gaulois à une soirée karaoké. Là. Ceux qui ont déjà fait du karaoké vont comprendre. Donc aujourd'hui, je me penche non pas sur les Romains en tant que tels, mais les empereurs romains. Ces gens qui ont donné ni plus ni moins qu'un empire complet à gérer entre les mains, et si on sait quelque chose, c'est bien que lorsque quelqu'un se retrouve avec trop de pouvoir, il va probablement en abuser ou tout simplement virer fou, là, c'est comme vous voulez. Là, vous nous dites sûrement que j'exagère, mais si je vous rappelais Henri VIII, qui a littéralement inventé une religion pour pouvoir se remarier parce que le pape était pas d'accord, mais je m'égare, je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce beau palmarès de Romain Zinzin et je vais vous faire un concept très actuel sur un sujet pas actuel pantoute, le top des pires empereurs romains. Numéro 6, Caracalla, règne de 211 à 217. Alors, Caracalla, né Lucius Septimus Bassianus, puis appelé Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus, naît le 4 avril 188. Son père est d'origine punique et sa mère berbère. D'ailleurs, les historiens disent que sa plus grande qualité était justement son ouverture d'esprit due à sa double nationalité. Mais accrochez-vous pas trop parce que vous allez vraiment vous sentir mal d'avoir passé du bien de lui quand vous allez apprendre la raison pourquoi il mérite sa place dans ce palmarès. Là, je vous entends vous demander comment il a pu se faire appeler Caracalla s'il y avait un nom que je ne répéterai pas parce que c'est trop long à dire. En fait, son nom d'empereur, si vous me permettez l'expression, lui aurait été donné à cause d'une sorte de vêtement gaulois à capuchon et à manches longues qu'il avait l'habitude de mettre dès l'âge de 12 ans. Dire que s'il avait vécu pendant les années 80, il se serait sûrement appelé Kiwi ou Passe-Montagne, pas Jacques Lheureux, la cagoule pour l'hiver. Le père de Caracalla met ses deux fils sur le trône et à sa mort, ses soldats obligent Caracalla à gouverner avec son frère Geta. Évidemment, Caracalla n'est pas vraiment content de partager le pouvoir, il va donc assassiner son frère d'un coup de glaive dans la gorge. Oui, bête de même. J'avais pas vraiment trouvé de bon contexte pour vous introduire ça. Ça fait que j'ai décidé d'y aller d'un coup sec, comme un plaster. Mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça a été fait pendant que Geta était dans les bras de sa mère, parce qu'elle essayait de les réconcilier. Je pense pas qu'elle a réussi. Et il a ensuite justifié son meurtre en prétextant que son frère préparait un complot envers lui. Là. C'est vraiment une belle excuse. Bravo. 100% pour cette excuse de merde. Ensuite, vous aurez compris que Caracalla avait le plein pouvoir, là, si vous avez bien suivi. Il décide donc de faire enlever le nom de son frère de tous les monuments. Il menace de punir peu importe qui mentionne Geta en sa présence et finalement, il tua n'importe qui s'entendait bien avec son frère et qui trouvait que c'était un tant soit peu une bonne personne. Hey vous, on m'a dit que vous avez déjà vendu des sandales à mon frère, c'est vrai? Oui. Alors vous méritez de mourir. Non, vraiment, il aimait pas son frère, là. C'était comme une haine passionnelle. Une personne, par contre, qui aimait, c'était Alexandre le Grand. Il se dit même le nouveau Alexandre et nomme son armée de 16 000 hommes les phalanges d'Alexandre parce que, genre, c'est eux qui donnent des coups, puis lui, il dit le nouveau Alexandre, donc c'est les phalanges d'Alexandre. Dans sa tête, ça avait du sens. En tout cas, ceci m'amène donc à vous parler de 3 autres massacres qui ont été commis cette fois-ci à Alexandrie. Puis en plus de ça, les historiens s'entendent pas vraiment sur les raisons de ceux-ci. Là. Il y en a qui disent que ce serait parce que le peuple aimait beaucoup son frère. D'autres disent parce que c'est le peuple qui aurait ri de lui à cause de sa passion pour Alexandre et à cause de sa petite taille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, il est petit.
Mais en même temps, avec son attitude de frustré, vous aviez sûrement déjà deviné, là. Donc, le premier massacre qui a eu lieu à Alexandrie est celui d'une délégation religieuse qui serait venue à sa rencontre, mais que Caracalla avait pris celle-ci pour une ambassade, une chose qui avait formellement interdit. Il les a donc tués. Et oui, je vous dis, fallait pas niaiser avec lui. Hérodien dira de ça après, le massacre était si épouvantable que les flots de sang traversant l'esplanade allèrent rougir l'embouchure pourtant très vaste du Nil. Le deuxième massacre était contre des sculpteurs qui n'avaient pas livré à temps les statues de l'empereur, et le troisième était contre la jeunesse alexandrine qui aurait ri de sa passion d'Alexandre le Grand. Donc finalement, j'imagine que ça vous intéresse de savoir à combien se chiffrent les victimes des massacres d'Alexandrie. Il y en a qui disent 10 000, d'autres 15 000, mais chose sûre, c'est un chiffre particulièrement élevé. Finalement, Caracalla meurt le 8 avril 217, assassiné, êtes-vous surpris, par Martialis d'un coup de glaive qui est le préfet du prétoire macrin. Numéro 5. Commode, règne de 180 à 192. Bon, là, je sais que vous êtes sûrement en train de rire parce qu'il s'appelle Commode. Oui, comme le meuble. Ha 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 ha. Ikea sponsor that. Je sais aussi que quand je vous parle de Commode, ceux qui ont écouté le film Gladiator ont une idée de ce qu'il était. Mais j'aimerais vous rappeler la tendance d'Hollywood à exagérer certains événements, là. Donc, contrairement à ce que le film nous laisse croire, Commode n'aurait pas tué son père parce qu'il venait de lui dire qu'il lui succéderait pas. En fait, Marc Aurèle, son père, aurait délibérément choisi de lui concéder le pouvoir. Et une autre affaire aussi, Maximus, là, il n'a jamais existé. C'est une invention d'Hollywood. Donc, dès le début de son règne, on complote pour tuer Commode. En fait, c'est sa sœur Lucilla qui va tenter de le tuer pour la première fois. Depuis plus de 15 ans à ce moment-là, on la considère quasiment comme une déesse. Elle est acclamée par tout le monde parce qu'elle détient le statut d'Augustin et elle a même son visage sur une pièce de monnaie, ce qui est à l'époque the top of the shit, là. Mais le problème, c'est que Commode va épouser Crispina, qui va exiger d'être la seule Augusta de l'Empire. Évidemment, ça va mettre Lucilla en beau maudit, qui se voit rétrogradée socialement d'un coup. Elle va donc comploter avec son mari Pompéanius pour faire assassiner Commode. Parce que j'imagine que faire tuer Crispina directement aurait été juste trop simple. Il engagea donc Quintianus pour tuer Commode, et lorsque Commode sortit de l'amphithéâtre, Quintianus se jeta sur lui et muni d'un couteau à la main, il cria « Voici ce que t'envoie le Sénat !» On le captura et on l'exécuta sur le champ. Suite à cet événement, Pérennius, le commandant de la garde prétorienne, en profita pour faire le ménage dans les rivaux de l'empereur, dont Lucilla, qui fit tuer. Donc, bien essayé Lucilla, mais t'es morte. Mais la vraie raison pourquoi on se rappelle de Commode, c'est surtout pour ce surnom que les historiens lui ont donné, celui de l'empereur gladiateur. Ce surnom lui vient de sa grande passion pour la gladiature. Par contre, avant de continuer, je me dois de vous faire un petit segment explication. De manière générale, les gens de l'aristocratie ne participent pas au combat de gladiateurs. Les gens qui combattent dans l'arène sont évidemment les gladiateurs, mais qui étaient les gladiateurs? En fait, c'était principalement des gens qui avaient perdu soit leur citoyenneté romaine, soit des prisonniers ou des esclaves. Alors, c'était autant dire que les membres haut placés de la société, comme l'empereur, ne participaient pas au combat. Fin du segment explication. Donc maintenant que vous savez ça, je vais sûrement en surprendre quelques-uns quand je vais vous dire que Commode a déjà participé au combat de gladiateurs. Il aime tellement ça qu'il va organiser des jeux dans son palais et même des fois y participer. Lors des combats dans l'arène, il lui est déjà arrivé de se joindre aux gladiateurs et armés d'un glaive affûté et d'aller faire un peu de boucherie, if you know what I mean. Mais le summum de sa barbarie sera quand il va organiser en fin 192 des jeux au Colisée auxquels il va participer. Dans les combats, les gladiateurs ont des épées fascistes, c'est-à-dire des épées qui fonctionnent pas vraiment, là, des épées molles, genre. Et Commode, lui, a une vraie arme, c'est-à-dire qu'il tue. Il se bat aux côtés du préfet du prétoire et de son chambellan. Les gladiateurs vont demander grâce, mais les règles sont claires, c'est l'empereur qui décide du destin de ceux-ci. Le problème, c'est quand ton adversaire est aussi l'empereur, t'es mieux de prier Mars, et là je parle de Mars le dieu romain du combat et de la protection du sol, pas la barre de chocolat qui a comme slogan « Mars et ça repart »,
quand je trouve, tant qu'à moi, très mensonger, parce que quand tu manges une Mars, t'en as collé dans le palais puis en arrière des dents jusqu'à l'année prochaine, parce que la combinaison chocolat-caramel, c'est peut-être la pire invention après le slap chop puis la sludge pizza Getty. Alors, comme je disais, les gladiateurs n'ont évidemment aucune chance face à l'empereur, ce qui met un malaise dans les gradins puisqu'on vient de renier une bonne partie des règles qui régissent ces genres de combats. Les jeux au Colisée durèrent 14 jours et tout va de pire en pire. Il fait mettre à mort une quantité astronomique de gladiateurs professionnels. Il se prend pour le nouveau Hercule et tire à l'arc des animaux comme des lapins, des hippopotames, des éléphants, des girafes, des lions et des ours. Je vous le dis, si on l'avait pas arrêté, il aurait tué l'Argenoué au complet. Commode cumulait les cadavres et les trophées dans l'arène, mais le public finissait par être ennuyé de ces massacres qui n'offraient aucun défi d'une part et d'autre. Éric Tessier, un historien, va en parler en disant plus tard: c'est comme si un toréo descendait dans l'arène pour tirer à la Kalachnikov. La foule est très déçue, elle s'attendait à voir un héros et elle découvre un tricheur assoiffé de sang. Après les jeux, Commode va dresser une liste de tous les gens qu'il veut faire exécuter, parce qu'ils aiment pas ou parce qu'ils suivent pas ses ordres. Sur cette liste, on y retrouve le nom de sa maîtresse Marcia qui a tenté de le convaincre de ne pas organiser les jeux au Colisée. Marcia va donc trouver cette liste et décider de l'empoisonner. Elle met du poison dans le verre de vin de Commode qu'elle lui donne après son bain. Celui-ci s'endort sur son lit mais se réveille un peu plus tard avec un mal de ventre. Marcia décide donc d'engager Narcisse, l'esclave de Commode, pour le tuer. Commode meurt donc étranglé par Narcisse le 31 décembre 192, mettant fin au règne de 12 ans de l'empereur gladiateur. Numéro 4. Tibère, règne de 14 à 37. Là, je dois vous faire un petit trigger warning. Tibère est vraiment l'un des plus dégueulasses de tous. Pour les âmes sensibles, je vous avertis, je vais parler de pédophilie à un bout, alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez passer au prochain. Alors maintenant que c'est fait, on peut continuer. Alors juste pour vous introduire le personnage, les historiens l'appellent l'empereur pervers. Je vous le dis, c'est vraiment un sale tas de merde. Premièrement, Tibère est un grand amateur de boissons, mais tu sais, un très grand amateur de boissons. Je vous dirais même qu'on pourrait le qualifier d'alcoolique rendu là. Il aime tellement le vin qu'à ses débuts militaires, ses compagnons d'armes l'avaient renommé Biberius Caldius Mero, qui veut dire en français boire du vin blanc chaud. Et c'est pas pour vous rassurer si je vous dis que son alcoolisme était peut-être la chose la moins pire qu'il ait fait, surtout qu'il est alcoolique et n'est pas encore empereur, donc Tibère devient à 27 ans empereur, avec en commençant un passé d'alcoolisme ou un présent, là, c'est pas super clair là. Donc en étant empereur, il va organiser une orgie qui va durer pas moins de 48 heures. Oui, 48 heures, ok? C'était long, vraiment. Il fait ça en compagnie notamment de Pomponius Flagus et de Lucius Pisson. Après ces joyeux 2 jours à passer ensemble à mettre leur engin dans tous les trous inimaginables, vous vous doutez bien qu'il avait créé une certaine complicité. Donc Tibère nomma Pomponius premier gouverneur de la Syrie, parce que oui, à l'époque, la Syrie appartenait à l'Empire romain. Et Lucius Pisson est pour sa part nommé préfet de Rome. En plus de ça, les trois échangeaient des correspondances ensemble et Tibère va dire dans ses lettres qu'ils sont ses amis les plus chers de tous les heures. Faut croire qu'une orgie, ça rallie. Tibère avait une soif sexuelle tellement insatiable que dans sa villa de Capri, qu'il fait construire en passant pour réaliser ses fantasmes les plus inavouables, il a fait installer une salle remplie de bancs où des jeunes filles et des jeunes garçons se plaçaient en chaîne et forniquaient, et tout ça pendant que Tibère regardait le spectacle, afin, je cite, de raviver ses désirs éteints. Qu'à cela ne tienne, il avait aussi entraîné des jeunes garçons à jouer entre ses cuisses pendant qu'il prenait son bain et qu'il surnommait ses petits poissons. De plus, d'autres enfants non sevrés étaient habitués à têter ses organes génitaux. Tu sais, quand je vous disais tantôt que c'était vraiment un tas de merde, je vous avais pas menti, là. Rendu là à ce stade-là, je surprendrai personne si je vous dis qu'en plus de ça, Tibère était avare. Ouais, non, rendu là, une affaire de plus, une affaire de moins. En effet, on ne retrouve aucune trace à Rome de son règne, tout simplement parce qu'il était tellement cheap que payer quelqu'un pour faire une statue de lui, c'était comme trop. Les seules fois où est-ce qu'il faisait des largesses publiques, c'est-à-dire l'empereur qui lance des cadeaux au visage du peuple avec le plus grand mépris, c'est quand les gens devenaient tellement insistants que c'en était dangereux. Tibère ne donne pas non plus de congé aux vétérans de l'armée, puisqu'il est mieux compter sur leur vieillesse et leur mort. Il va aussi s'emparer des biens des riches provinces de l'Empire. On raconte aussi que Tibère avait des tendances plutôt colériques qui lui poussaient à avoir des crises de rage. Un événement particulièrement intense est celui d'un pêcheur qui avait rien fait de mal à part offrir un rouget d'une taille extraordinaire.
Tibère eut peur et fit fouetter la face du pêcheur avec le poisson. Pendant qu'il subissait ces tortures particulièrement étranges, le pêcheur mentionna qu'il avait bien fait de ne pas lui offrir la langouste qui avait aussi pêché. Tibère ordonna donc qu'on lui déchire la face avec la dite langouste. Je pense que rendu là, il aurait dû rien dire. Mais ça, c'est mon opinion. Bref, Tibère finit par mourir en 37 à 77 ans, étouffé par Caligula dans son lit avec un oreiller. Enfin, j'oserais dire. Numéro 3. Héliogabale règne de 218 à 222. Pour sa part, on nomme Héliogabale l'empereur de la décadence pour sa participation à moult orgies tout le long de son règne. De plus, il s'appelle Héliogabale puisque dès l'âge de 13 ans, il se dit prêtre du dieu Hélégabale qui est en fait le dieu du soleil syrien. À 14 ans, il commence son règne et tente d'imposer sa religion dans tout l'empire. Il a la tâche de succéder Caracalla, tu sais le dude que je vous parlais tantôt qui passait au hachoir à viande, n'importe qui faisait pas son affaire. Donc vous comprenez bien que le peuple a certaines attentes vis-à-vis du nouvel empereur. Je vous dirais pas qu'il a fait pire, mais je pense pas qu'il a fait mieux non plus, là. Donc tout d'abord, Héliogabale aime vraiment beaucoup le sexe. Je vous dirais que c'est l'une de ses plus grandes passions même. En même temps, c'est pas si surprenant sachant qu'il a comme 15 ans. Là. La réalité, c'est juste qu'il a les hormones dans le tapis puis qu'il a accès à peu près à tout ce qu'il veut. Alors j'imagine qu'il a aussi bien en profiter. Comme je vous dis, il se dit prêtre du dieu Hélégabale et comme dans tout culte qui se respecte, il y a des cérémonies afin de vénérer le dieu. La cérémonie, qui semble vraiment tout droit venir de l'imagination en chaleur d'Héliogabale, consiste à attacher des femmes nues à un chariot pendant que Héliogabale tourne autour de celle-ci, lui aussi toute nue, en jouant des cymbales en or, tout ça sous les yeux des sénateurs forcés de regarder le tout. Et vous imaginez bien qu'il y avait un certain malaise. En parallèle de tout ça, il va quitter sa femme et marier une Vestale. Ça, les Vestales, c'est quoi? C'est des femmes qui prient les dieux et qui sont supposées rester vierges selon la tradition, sinon on les emmure vivantes. Héliogabale veut évidemment se foutre éperdument de la tradition et la marier pareil. Et ensuite la divorcer. Pourquoi il a fait ça, vous allez me demander? Parce que j'imagine qu'il trouvait ça drôle de se dire qu'une Vestale allait se faire emmurer par sa faute. Donc pour revenir au côté très décadent d'Héliogabale, laissez-moi vous raconter toutes les choses que faisait celui-ci pour assouvir ses besoins sexuels. Premièrement, suite à son divorce, il va enchaîner les concubines, mais il va aussi se marier successivement à 2 hommes qu'on décrit très virils et très colosses. En fait, si vous voulez une image mentale de ces deux-là, imaginez les danseurs du 81. Non, c'est autant dire qu'il y avait vraiment beaucoup de fun, sérieux. L'empereur aimait tellement faire l'amour qu'on raconte qu'à la fin de son règne, il s'épilait, se rasait, se maquillait et allait se prostituer dans les tavernes ainsi que les maisons closes. Il faisait aussi ça dans son propre palais, mais ça c'est un détail, là. En plus de ça, il organise des orgies à un rythme plutôt perturbant avec des prostituées homosexuelles qu'il va directement recruter dans la rue. Non mais vraiment, imaginez ça 2 secondes, là. Psst, psst. Hey man, ça te tente de faire coin-coin? Là? Ah ouais, comment, ça va être le fun? Hein? Finalement, ce qui est probablement le pire de tout ça, c'est peut-être aussi le fait qu'il avait l'habitude de faire l'amour en public. Il considérait qu'il était tellement beau qu'il devait absolument faire profiter le plus de gens possible de sa beauté. Ouais, il a rendu là. Finalement, vous allez trouver ça vraiment niaiseux, mais l'affaire qui va mener à sa perte, c'est même pas tous ses excès, mais le fait qu'il avait fait rentrer sa mère au Sénat. En fait, les sénateurs étaient vraiment outrés qu'une femme obtienne une place généralement dédiée aux hommes. La mère d'Héliogabale devient très influente et convainc celui-ci d'élire son petit cousin Alexandre comme successeur. Ce qu'il va faire, mais il va changer d'idée peu après et ça va mettre la population en beau calvaire. Finalement, on nomma Alexandre empereur et suite à sa nomination, on attaqua Héliogabale et sa mère qu'on finit par tuer. On traîna leur corps dans toute la ville et on a entrepris de les jeter dans le caniveau, mais leur corps était trop gros pour passer, fait qu'on les a jetés dans le Tibre. Numéro 2. Néron règne de 54 à 68. Si vous vous êtes déjà un tant soit peu intéressé à l'Empire romain, vous avez sûrement déjà entendu parler de Néron. Le pire empereur selon certains, mais pas selon moi parce que je l'ai mis 2e et non 1er. Malheureusement, contrairement à tous les autres empereurs que je vous ai présentés, Néron n'a pas vraiment de surnom, parce que la raison pourquoi on se rappelle de son règne, c'est à cause d'un événement aux circonstances aussi floues que l'avenir d'un cégepien qui a choisi d'aller en musique. En passant, j'ai rien contre les gens qui choisissent musique, mais c'est ça qui arrive quand on vit d'amour et d'eau fraîche. Donc, Néron naît en 37. Il est fils de Claude et d'Agrippine.
D'ailleurs, je dis fils de Claude et Agrippine, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Agrippine est effectivement la mère de Néron, mais Claude est juste son père adoptif. C'est parce qu'en 50, Agrippine réussit à forcer Claude à adopter son fils, et en 54, elle le fait assassiner pour que Néron devienne par la suite empereur. Il accède donc au trône à 17 ans, mais je vous dirais qu'accéder, c'est un très grand mot parce que c'est à peu près seulement Agrippine qui gère l'empire. Elle est tellement influente que sur les pièces de monnaie, on y retrouve le visage de Néron et celui de sa mère de profil qui se regarde comme s'il jouait à « Je te tiens par la barbichette ». Allez voir ça, je suis quand même fier de cette comparaison-là. Une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est le fait que Néron avait épousé Octavie, la fille de Claude, mais qu'il l'aimait pas vraiment. En fait, il est amoureux de Poppée, et lorsqu'il voulut divorcer pour se marier avec elle, Agrippine s'opposa. Ça a donc mis Néron en beau calvaire, et il a décidé de piéger son bateau. Une affaire qu'il oublie par contre, c'est que sa mère sait nager. Sachant donc qu'elle est encore vivante, il envoie 2 tueurs à gages qui la poignardent à mort. Pas de temps à perdre, faut croire. Octavie l'apprend et il la fait assassiner, elle aussi. Ah, c'est beau les meurtres. Néron devient donc en 59 complètement empereur et a déjà 3 meurtres à son actif. Même si c'est pas officiellement lui qui les a commis, c'est quand même lui qui les a commandés, donc ça compte. D'ailleurs, parlant de meurtre, il s'arrêtera pas là puisqu'il va être reconnu dans l'histoire comme étant le premier empereur à persécuter les chrétiens. Suite à l'incendie de Rome, auquel je vais revenir juste après, Néron accuse directement les chrétiens de Rome comme responsables. Il est persuadé qu'ils ont volontairement mis le feu à la ville lors d'un rituel religieux. Il va donc les condamner au bûcher et à la fosse aux lions. En plus de ça, il va faire exécuter 2 figures importantes du christianisme, soit Saint Paul et Saint Pierre, mais ça n'a pas rapport avec l'incendie, c'est juste parce qu'il n'aimait pas les chrétiens. À cause de ça, dans plusieurs sources bibliques, on le surnomme l'Antéchrist, donc finalement, quand je vous disais tantôt qu'il n'y avait pas de son nom, il y en avait un. On dit aussi que le chiffre 666, autrement appelé le chiffre du diable, serait un code qui voudrait dire Néron. Mais ça, c'est à prendre avec toutes les pincettes du monde. Maintenant, revenons à l'incendie de Rome, qui est vraiment un flou historique pour beaucoup de personnes, parce qu'on n'est vraiment pas sûr de qui est responsable de l'incident qui a duré 5 jours et qui a brûlé 10 des 14 districts de Rome. Une première hypothèse serait celle avancée par Néron qui nommerait comme coupables les chrétiens, mais vous vous doutez bien que si c'est l'événement qui a fait en sorte qu'on se rappelle encore du règne de Néron, c'est sûrement parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. La réalité, c'est que la deuxième hypothèse, qu'on a plutôt tendance à croire que la première, désigne Néron comme déclencheur des flammes parce qu'il aurait voulu faire de la place pour se faire construire un nouveau palais. C'est sûr que quand l'empereur profite des terrains rasés par l'incendie pour y installer des nouvelles habitations pour son propre confort, on est en droit de se demander si c'est pas là le fruit du hasard ou un plan particulièrement cruel de la part de Néron. Une autre chose de laquelle on n'est pas sûr, c'est ce que Néron faisait pendant l'incendie. On a eu droit à un effet but dans les côtés parce que certains historiens disent qu'il jouait de la lyre et d'autres qu'il chantait. Dans tous les cas, de toute façon, il faisait clairement pas la bonne chose à faire pendant un incendie. C'est finalement cet événement qui va le mener à sa perte puisqu'il va devoir augmenter les taxes qu'il avait pourtant réussi à garder très basses tout le long de son règne à cause des pertes engendrées par l'incendie. À cause de ça, le Sénat va le nommer ennemi du peuple et le condamner à mort. Néron décide alors de se suicider à l'aide d'un glaive qui s'enfonce dans la gorge. Ces derniers mots seront « Calis artifex pereo » ou en français « Quel artiste meurt avec moi ». Numéro 1. Caligula, règne de 37 à 41. Là, celui-là, il a vraiment pas de surnom, mais comme Caragala, son nom lui est donné à cause d'un vêtement qu'il porte souvent. En fait, c'est parce que dès l'âge de 2 ans, il se joint à sa famille sur les champs de bataille de Germanie. Et là, je pense qu'on est peut-être un peu en droit de juger les capacités parentales des gens qui ont décidé que c'était judicieux d'envoyer un enfant de 2 ans à la guerre. De toute façon, c'est pas ce qui compte le plus dans ce que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous dire, c'est que justement, comme il y a 2 ans, sa mère Agrippine l'aînée, pas Agrippine la mère de Néron, une autre, lui fait faire un costume à sa taille et aussi des sandales, qu'on appelle caliga en latin. Mais lui, on appelle Caligula, parce qu'il est petit puis que ça veut dire petite sandale. En tout cas, ceux qui se disaient que leur surnom primaire était vraiment un désastre, imaginez vous faire appeler petite sandale. Je vous confirme que ça remet les choses en perspective. Donc, pour commencer, la jeunesse de Caligula n'est pas incroyable. Il naît en l'an 12, mais en 19, son père meurt dans des circonstances inconnues, et entre 27 et 33, sa mère et ses 2 frères vont être kidnappés et tués par Séjan, un proche de Tibère. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire que Caligula est le neveu de Tibère. Et ça a de l'importance parce que si vous vous souvenez bien, c'est Caligula qui finit par tuer Tibère et donc c'est ici que débute son règne. La vérité, c'est que son règne avait quand même bien commencé. Le peuple l'adorait, le Sénat le respectait, puis l'armée qui l'avait côtoyé quand il avait 2 ans, parce que je vous rappelle qu'on l'avait envoyé à la guerre à 2 ans, avait encore pour lui une affection telle une vieille tante qui l'avait vu grandir. Tu sais, la vieille tante que tu te rappelles jamais, mais que tu vois de temps en temps dans les parties de Noël, puis qu'elle se rappelle de toi, mais toi tu l'as jamais vu. En tout cas, je m'égare.
Donc, dès les premiers mois, Caligula prend de bonnes décisions politiques, puis il est généreux avec le peuple. Mais s'il mérite sa place de top 1, c'est sûrement parce qu'à un moment donné, vous doutez bien que ça finit par vriller. Alors, ce qui va semer le doute dans la tête des Romains, c'est surtout quand il va commencer à se dire qu'il est l'égal des dieux et qu'il va se promener à Rome déguisé en Vénus et en Jupiter. Non seulement ça, mais il va aussi demander qu'on ouvre le tombeau d'Alexandre le Grand pour pouvoir voir sa cuirasse et la porter. Là, je vous dirais que le peuple commence à trouver que Petite Sandale, ils vont un peu trop fort, là. Évidemment, il va pas s'arrêter là. Caligula aime vraiment beaucoup son cheval Estatus, au point qu'il va lui construire une stalle en marbre, une mangeoire d'ivoire et une licou d'or. Il va aller un jour jusqu'à vouloir le nommer consul, mais là, c'est seulement le but de ridiculiser les sénateurs pour leur montrer qu'ils ne servent pas plus à quelque chose qu'un cheval. Ah oui, parce qu'en plus, Caligula déteste le Sénat. Il demande parfois à des sénateurs de rester debout à côté de lui pendant qu'ils mangent comme s'ils étaient ses esclaves, et des fois il décide d'en renvoyer certains d'entre eux pour aucune raison apparente, pour ensuite le lendemain au Sénat faire semblant de se surprendre de leur absence, parce qu'il trouve ça vraiment drôle. Une autre chose qu'on lui reproche est sa passion de la torture et des meurtres en général. Lorsqu'il fait exécuter des gens, il tient absolument à assister à leur exécution, et il dit qu'il veut que les suppliciés se sentent mourir. En plus de ça, il est vraiment conscient qu'il peut faire tuer qui veut, parce que quand il embrassait sa femme dans le cou, il disait à voix haute « Et si je la faisais trancher ?» Mais le pire, c'est surtout la fois où est-ce qu'après avoir ri tout seul pendant un banquet avec des sénateurs qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait autant rire, il a répondu « En fait, c'est parce que je viens de réaliser que je pourrais toutes vous faire égorger. » Waouh! C'est plaisant. C'est autant dire qu'il était vraiment au courant du pouvoir qu'il avait, tellement qu'un jour, où il passait par une plage avec son armée, il a demandé à ce qu'on ramasse tous les coquillages de la plage, sans exception, pour ensuite tout ramener à Rome. Vous comprenez donc que les gens ont fini par cette année du tas de marde qui était Caligula. Un complot s'est donc mis en place pour le tuer, et le 24 janvier 41, un groupe de prétoriens l'encercle et le poignarde à mort. Fin. Conclusion. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Premièrement, que lorsqu'une personne était promu empereur à cette époque-là, ben c'était comme si on la pitchait dans le vide. Il y avait pas vraiment de cours de comment être un bon empereur, là. Souvent, on leur donnait le pouvoir entre les mains, puis ils devaient apprendre par eux-mêmes à le gérer. Certains réussissaient, mais d'autres, comme ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui, échouaient lamentablement. La deuxième chose la plus importante à retenir, c'est qu'une bonne partie de tout ce que je vous ai raconté n'est probablement peut-être pas vrai. Ou en tout cas, pas complètement. Les historiens de l'époque n'avaient pas autant de rigueur que ceux qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on racontait les choses non pas dans le but d'informer, mais d'être intéressant. Donc c'était pas rare qu'on ajoute certains détails inventés pour rendre l'histoire plus clickbait, si je peux dire ça comme ça. Par contre, je vous dis pas que tout est faux, mais que c'est important de voir le tout avec un certain jugement. Je m'appelle Justin Bertranquin et c'était l'Histoire égale 42, le top des pires empereurs romains. Vous venez d'écouter le premier d'une suite de 2 épisodes de l'Histoire égale 42. Je sais pas si je vais faire d'autres épisodes, mais chose certaine, j'ai adoré faire ça. Ça a été beaucoup de travail, mais je suis fier de ce que je vous ai présenté. Donc, si vous voulez donner votre avis, faites-le. Idéalement, si vous avez le temps, vous pourriez aller remplir le formulaire que j'ai laissé dans la description parce que j'ai vraiment besoin de votre avis. Parce que ce que je vous ai présenté, c'était un projet scolaire. En fait, c'était un projet qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir mon diplôme d'études secondaires. Mais en fait, c'est un diplôme spécial, c'est un diplôme IB, là. Vous irez voir sur Internet, c'est quoi, ok? Mais l'important, c'est que j'ai besoin de votre avis pour remplir le rapport final de ce projet-là. Fait que, allez remplir ça, allez me donner votre avis. J'ai besoin de votre avis. Donc, bonne journée ou bonne nuit, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça.